Un système fiscal camerounais efficace, juste et équitable. C'est l'objectif recherché à Douala depuis mardi dernier au cours de cette mission de concertation entre l'administration fiscale et les groupements sociaux professionnels. Parmi ces groupements, le JICAM. La journée de mercredi va rester gravée dans ce que nous appelons ici le livre blanc de l'économie nationale avec cette rencontre de réconciliation, de nouveaux départs entre le JICAM et la Direction générale des impôts. Et parmi les points retenus au cours des discours des deux présidents, tous sont condamnés à marcher ensemble malgré les incompréhensions pour une relance de notre économie. C'est l'axe principal du débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur nos plateformes, Canal 2 International sur Facebook et sur YouTube. Il vous suffit tout simplement d'aller chercher le logo vert. Le panel est déjà complet sur ce plateau. Je commence par une dame. Une grande dame, c'est la deuxième fois qu'elle participe au débrief de l'actualité en direct de Douala. C'est la directrice exécutive du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Aline Bono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lynn, merci. Comment vous allez? Très bien. D'accord, pas trop fatiguée? Non. D'accord, ça va. Un autre invité sur ce plateau, lui, il est économiste. C'est un habitué du débrief de l'actualité également. Edmond Kuaté, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille, merci pour l'invitation. Guy Honoré Tchenté, membre du comité d'organisation de cette visite du directeur général des impôts dans la ville de Douala, Bert Memba Acham, mais aussi tax advisor. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lille. C'est un plaisir de vous avoir. Tout se passe bien? C'est pareil. Un très grand plaisir d'être parmi vous. D'accord, le plaisir est partagé. Lui, c'est un invité de la dernière minute, on peut le dire ainsi. Il est opérateur économique depuis mardi. Il est parmi les invités à cette concertation de Douala entre les groupements sociaux professionnels et la Direction générale des impôts. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir Lille, beaucoup plus dans le secteur des hydrocarbures. Hydrocarbures, merci pour cette précision. Alors je commence par vous, Aline. Depuis mardi, il y a cette concertation de préparation de la loi de finances, mais on va s'appesantir sur la rencontre d'hier entre le groupement interpatronal du Cameroun et la Direction générale des impôts. Vous allez dire comme les autres, rencontre de réconciliation, d'apaisement, au regard des deux discours? Mais forcément, ce serait difficile de sortir de ce jeu de mots, réconciliation. Il faut dire que pour qu'un pays se développe, on a besoin à la fois d'un secteur privé fort, performant, et d'une administration publique, j'allais dire, qui met en place des politiques publiques qui peuvent concilier à la fois la recherche du développement pour le pays et aussi concilier le profit, j'allais dire légitime, que rechercherait le secteur privé. Donc, pour concilier ces deux choses, il peut y avoir des frictions. Les frictions sont même des fois nécessaires pour pouvoir trouver le bon équilibre. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces frictions durent. Il était temps d'arriver à réconcilier ces deux grandes entités. Mais quand je dis ça, il n'y avait pas une rupture de dialogue, hein, que ce soit bien clair. À chaque fois qu'on a été sollicité par la Direction générale des impôts, à l'occasion des préparations de différents textes, on a toujours répondu présent. Donc, je ne dirais pas comme un de vos collègues m'a dit hier, mariage de raison. Je lui ai dit, mais il y a de mariage que des raisons. D'accord. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un mariage qui ne soit pas des raisons. Parce que quand on passe le temps des batifolages et tout ça là, et qu'il arrive le moment de se pendre par l'annulaire, je pense que tout le monde sort sa petite feuille et met avantages et inconvénients. Et là, c'est la raison, c'est plus le cœur. Guy Honoré, vous pensez pareil? Oui, la présence du DGI au JICAM. Oui, je pense que cette présence du DG au JICAM nous a beaucoup rassurés. Tout ce qu'on a entendu, je pense vous êtes témoins. Et en fait, il y a toujours eu dialogue, comme l'a dit Aline.
Sauf que, bon, il est arrivé parfois qu'il y ait des incompréhensions qui ont amené certaines personnes, parfois même extérieures, hein, aux deux parties, à vraiment rentrer dans une logique vraiment d'affrontement. Alors, il était important que les deux parties se retrouvent, se parlent très très franchement, avec sincérité, et pour que nous puissions en fait avancer. Parce qu'en réalité, hein, comme je l'ai dit hier, c'est comme un couple, sauf que ce couple-là, le divorce n'est pas une option. Hein. Et dans tous les cas, en cas de difficulté, d'incompréhension, on est absolument obligé de trouver des solutions, dont de signer un procès verbal de conciliation totale, je dirais, pour qu'on puisse avancer. Et c'est ce qui est en train d'arriver et j'en suis personnellement très très heureux. Edmond, vous qui suivez cette actualité depuis quelques années déjà, on a suivi attentivement le discours des deux entités hier, le directeur général des impôts, le président du JICAM. Il y a d'abord ce diagnostic posé par Célestin Tawamba et ensuite les salutations de cette concertation. Comment est-ce que vous, qui êtes dans ce carcan-là, je peux le dire ainsi, vous appréciez ce qui s'est passé au JICAM? Ben, disons que c'est une action qui est salutaire, qui est louable, parce que comme c'est un mariage qui n'est pas, on ne peut pas l'éviter, parce que c'est deux acteurs qui sont appelés à vivre ensemble. Vous avez d'un côté le JICAM qui concentre en son sein, pas seulement le JICAM, je vais dire, vous avez l'opérateur économique et vous avez la DGI. L'opérateur économique, lui, il est beaucoup plus je vais dire, il est mu par la recherche du profit, il doit faire du profit. Et puis, vous avez la DGI qui est là pour prélever ce qui revient de droit à l'État. Donc, en fait, il est question qu'il y ait une concertation permanente entre les deux pour que ce ne soit pas un peu une cohabitation de chèvres et de choux, où l'un a forcément l'impression que l'autre veut le bouffer. Et donc, il faut qu'il y ait cette concertation eh bien, pour que finalement, d'un côté, l'opérateur économique se rassure que dans son activité, dans son déploiement au quotidien, il va réaliser le profit, et de l'autre côté, que, n'est-ce pas, la DGI, qui est, il faut lui dire, l'un des mécanismes utilisés par l'État pour mobiliser la ressource publique, n'est-ce pas, que la DGI se rassure qu'effectivement, que les profits réalisés par les opérateurs économiques vont, n'est-ce pas, la part de l'État sera effectivement prélevée, sera garantie pour pouvoir permettre à l'État, n'est-ce pas, d'avoir de quoi assurer, n'est-ce pas, ses engagements, que ce soit de fonctionnement ou d'investissement. Donc, cette concertation, pour moi, elle est salutaire. Je vais dire, vivre en état de conflit permanent pour ces deux entités, c'est pas la chose souhaitée, parce que forcément, ça va créer de l'étincelle et nous n'avons pas besoin en ce moment. D'accord. Il y a quelque chose qui m'a frappé hier, lorsque Célestin Tawamba fait le diagnostic, à la prise de parole du directeur général des impôts, il dit: j'aurais pu rentrer dans tout ce qui se passe, mais je suis venu ici tendre la main. Vous l'avez compris, il a marqué. Oui, ça c'est effectivement, c'est du modeste mot pas ça. S'il faut dire ça ainsi, très subtil, avec beaucoup d'intelligence, mais il avait face à lui quand même un parcours bien élaboré de Célestin Tawamba, qui ne se laisse pas faire, qui est un grand patron, un bon négociateur, mais à la seule différence que l'autre côté c'était concertation et l'autre c'était négociation. Je pense que c'était ça le mot qui était tout à fait difficile à concilier, parce que l'administration est venue dans la concertation, c'est-à-dire essayer de vous proposer un cadre juridique, tandis que le JICAM veut négocier, c'est-à-dire obtenir un certain nombre d'avantages parfois sans cadre juridique. Je pense que tout ça c'est un jeu de mots et c'est important. L'autre a la souveraineté de l'État, c'est-à-dire que les impôts, et l'autre a le développement du pays, c'est-à-dire que le secteur privé. Je pense qu'à partir de là, tout le monde connaît très bien sa place. Maintenant, nous avons une économie résiliente. Elle est résiliente par rapport aux hommes d'affaires. Et elle est résiliente par rapport à l'État qui ménage le contexte pour que l'économie puisse fonctionner. Je pense que l'un dans l'autre, chacun joue suffisamment son rôle. L'interrogation qui me semble tout à fait très intéressante, c'est de savoir, est-ce que l'impôt perçu aujourd'hui est-il juste? Est-il équitable? Est-il égalitaire? Pour que tout le monde puisse s'acquitter. Parce que c'est là où se trouve, à mon sens, tout le débat. Parce que si je paye l'impôt, est-ce que c'est par rapport à mon revenu? Est-ce que c'est effectivement que je dois payer? Est-ce que M. Dianté paye effectivement l'impôt comme cela se doit? Je pense que c'est là où se trouve le débat. Une fois qu'on a réglé ça,
on a toute la latitude de savoir si les actions posées par la DGI est en bonne voie ou si l'action posée par la DGI n'est pas en bonne voie. Je pense que les tableaux qui nous ont présentés montrent à juste titre qu'il y a des réajustements à faire. Je prends un cas très simple qu'il a présenté. Sur l'impôt sur les revenus, je pense que là, le directeur des impôts essaye d'aller un peu plus vite par rapport au diagramme de l'OCDE. Mais en même temps, sur la TVA, par rapport à l'OCDE, on est quand même très haut. Et ça aussi, il faut le dire. Et alors, je pense que c'est l'équilibre de cette équité-là. J'ai pris seulement ce cas pointu-là, parce que vous voyez le volume du texte, s'il faut débattre ça en 1 heure du temps, c'est pas possible. Donc, c'était pour indiquer très clairement que c'est 2 facteurs sur lesquels je peux m'apaisantir. Bon, on dit que là, la direction des impôts doit faire des efforts. Parce que la TVA, elle n'est pas équitable, elle n'est pas juste, elle n'est pas équilibrée. Et de l'autre côté, l'impôt sur les revenus, non plus, il n'est pas bien perçu et il n'est pas bien tapé. Voilà. C'était 2 petites observations que j'apportais dès l'entrée. Ce qui me permet de poser la question à Aline, quels sont les problèmes recensés au niveau du patronat concernant l'administration fiscale? Oui, alors si vous étiez là hier, vous avez vu tout le chapelet. Oui. Effectivement, il me faudrait un peu plus que 2 jours pour rentrer dans les... Voilà, donc je vais rentrer effectivement. Alors le premier point et de loin le plus important, c'est le problème qui a été soulevé tout à l'heure, c'est le problème de l'impôt sur le revenu. La réglementation dit c'est 33% du revenu. Sauf que, en fonction de ce qu'on est au régime simplifié, au régime réel, on a un minimum de perception qui est soit 2,2% par mois en acompte, soit 5,5%. À la fin, on se retrouve avec un impôt qui, des fois, est largement au-dessus du revenu. C'est-à-dire, c'est même pas 33% du revenu, mais c'est largement au-dessus de ce qu'on a gagné. Pire, si on a fait des pertes, on a quand même payé l'impôt. Et c'est le plus gros problème, parce que ça mobilise la trésorerie des entreprises alors qu'elles en ont le plus besoin, surtout en ce moment. Et ça ne permet pas véritablement de pouvoir développer le business derrière. Premier problème. Deuxième problème, on va en retenir 4 rapidement. Deuxième problème, le contentieux fiscal n'est pas à la portée de tous les contribuables. Quand vous avez un redressement et que vous le contestez, vous faites un recours adressé au directeur général des impôts, son silence au bout d'un mois vous refuse. Et au bout d'un mois, donc, vous vous adressez au ministre des Finances. Et là, vous devez payer une consignation de 15% du montant redressé, plus les pénalités. 15%. Rappelons au passage que des fois, il arrive qu'on vous redresse pour le montant de votre chiffre d'affaires, voire plus. C'est-à-dire 2 ou 3 fois le chiffre d'affaires. Vous payez 15%. Si vous n'avez pas gain de cause et vous allez plus loin, vous saisissez le juge administratif, vous payez 35% de plus. Si vous n'avez pas gain de cause, vous allez saisir la Cour suprême, vous payez 50% de plus. Même moi qui ai fait la CIL A, quand je fais le calcul, on a payé 100% du montant qui a été redressé. Et c'est juste énorme. Ça dissuade d'aller vers le contentieux. L'autre problème, c'est que nous sommes, tout le secteur privé, le patronat en particulier, souvent concertés, invités à des concertations pour la préparation des lois de finances. Mais on n'est pas invité aux concertations pour l'élaboration des circulaires de cadrage. D'où cet appel d'hier. Alors, très bien. Garbage in, garbage out. Yes. Si la circulaire de cadrage n'a pas prévu une orientation, quoi que vous fassiez, cette orientation ne sera pas retenue. Donc, voilà. Et puis, dernier problème et pas des moindres, il faut absolument une fiscalité adaptée aux PME. Parce que le GICAM, contrairement à l'image qu'on a, le GICAM, c'est 70% des PME, au moins. Et donc, on assiste des fois à des obsèques des PME qui naissent et qui meurent très rapidement parce qu'une PME qui est née, je dis n'importe quoi, en janvier 2022, elle est encore start-up.
C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas si le filon qu'elle a choisi va lui mener à quelque chose, mais elle verse déjà des impôts conséquents et qui ne lui permettent pas de se développer. Voilà. Voilà rapidement 4 problèmes. Oui. Et il y en a tout un chapelet, mais voilà les 4 problèmes les plus importants. D'ailleurs, tout le chapelet qui a été bien présenté hier. Alors Guy Honoré, d'où ce terme, ça va avec le terme de confiscatoire utilisé par le président du JICAM. Vous, de votre côté, ça marche, vous comprenez ça? Alors, il faut qu'on comprenne bien. Justement, le président du JICAM d'entame dans son propos, eh bien, disons, refléter ce que pensent les entreprises membres du groupement. C'est-à-dire qu'on a une fiscalité confiscatoire pour la raison que, eh bien, on n'est pas imposé sur le bénéfice, mais plutôt sur le chiffre d'affaires. Mais je dois tout de suite faire observer que, immédiatement, le président du JICAM a dit que cette disposition était préjudiciable aux entreprises à marge faible. Parce qu'en réalité, les 2,2 qui sont payés chaque mois sont des acomptes sur l'IS calculé en fin d'année, vu le principe de l'annualité de l'impôt. Ça voudrait dire quoi? Ça veut simplement dire que l'entreprise, en réalité, qui fait des marges, qui fait des bénéfices, se trouve en train de payer chaque mois des acomptes et à la fin de l'année ne paye que le solde. Mais si par malheur cette entreprise se trouve en situation de perte, ça peut arriver, eh bien, elle va se retrouver en train de payer 2,5 comme minimum de perception, c'est-à-dire comme un impôt non plus sur le revenu, mais j'ai envie de dire un impôt sur la perte. Et ça pose donc effectivement un gros problème pour ces entreprises qui sont en situation de perte et également aux entreprises qui ont des marges très très faibles. Parce que si vous prenez 2,2 du chiffre d'affaires, eh bien, vous prenez 33% du bénéfice. Est-ce que le bénéfice est suffisamment grand pour que 33% de ce bénéfice soit au moins égal à, disons, 2,2 du chiffre d'affaires? Alors, la position du directeur général des impôts sur la question, c'est que, eh bien, au fur et à mesure que le civisme fiscal, parce qu'à la base de tout cela, il y a un comportement déclaratif qui, à un moment T, a été problématique. Et là aussi, je renvoie aux propos du président du JICAM qui a clairement dit que, eh bien, dans le monde des affaires, il y a des entreprises tricheuses. Il a fortement dénoncé. C'est-à-dire que c'est le comportement de ces entreprises tricheuses qui, en fait, vont, disons, entre guillemets, faire des bénéfices, des gros bénéfices, mais qui vont peut-être lisser les résultats pour se retrouver au minimum de perception, qui fait en sorte que, ben voilà, cette mesure a été prise pour se dire, comme on ne peut pas mettre derrière chaque entreprise un inspecteur pour contrôler ces déclarations, éventuellement à les redresser, ben alors on prend au moins 2,2. Donc, on se trouve dans une situation où il y a quand même une cause et qui amène le législateur à prendre cette mesure. Mais dans la norme, on ne devrait même pas avoir un minimum de perception, c'est-à-dire même pas 1,1%. Si le comportement déclaratif était parfait, ou tout au moins suffisamment bon, eh bien, lorsqu'on fait des bénéfices, on paye 33%. Lorsqu'on fait des pertes, on n'a rien à payer du tout. Donc, encore une fois, il faut contextualiser la situation. Et dernière chose à ajouter sur ce point, c'est que le législateur a pris conscience de cette situation d'inéquité par rapport aux entreprises qui font des vraies pertes et encore aux entreprises à marge faible, disons, aux entreprises à marge faible. Le législateur a pris acte en disant, écoutez, on peut trouver des aménagements. Ce qui veut donc dire que si dans un secteur donné, on a des marges qui sont structurellement faibles, on peut tout à fait préparer un mémorandum spécifique, démontrer à l'administration fiscale que, ben voilà, dans tous les cas, avec les marges que nous réalisons, on ne peut pas avoir 2,2% de notre chiffre d'affaires comme impôt, ce n'est pas supportable. Alors, eh bien, il est possible que l'administration fiscale, que le législateur ramène cette entreprise
à une situation, soit en faisant des abattements sur la base ou encore sur le taux, c'est-à-dire ramener à 1,1. Mais j'insiste, je chute en disant que dans l'idéal, on ne devrait même pas avoir un minimum de perception. D'accord. Alors, Edmond, la fiscalité, c'est quand même un déterminant pour ce qui est de la compétitivité. Pourquoi ces inéquités? Pourtant, les chefs d'entreprise dévoilent chaque fois ce qui se passe, ce qui ne va pas entre bénéfices réalisés et non sur le chiffre d'affaires. Il faut quand même revoir tout cela pour permettre que notre fiscalité soit compétitive. Tout à fait. Je pense que quand vous avez suivi Aline et vous avez suivi Guy, vous comprenez très bien, n'est-ce pas, la source du conflit. Tout à fait. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les opérateurs économiques qui présentent des problèmes réels et qui sont vérifiables. Mais de l'autre côté, vous avez, n'est-ce pas, une administration fiscale qui a de la peine à trouver le juste milieu, qui a de la peine à mettre en place un mécanisme qui lui permet, in fine, de mettre en place une fiscalité équitable. Vous savez, il a chuté par exemple en disant qu'on pouvait résoudre le problème de manière sectorielle, c'est-à-dire que si il est établi que dans un secteur, les marges sont réduites, et dans ce cas, mais on ne peut pas résoudre le problème de manière sectorielle. Je pense qu'il faudrait, de manière structurelle, trouver le moyen de rendre, n'est-ce pas, la fiscalité équitable et juste. Parce que je comprends, l'administration a effectivement ce souci de mobiliser la ressource publique parce que, in fine, nous sommes quand même dans un système où, finalement, l'État n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de sources de revenus. On sait très bien que la fiscalité, l'impôt et tout ça, ça contribue à près de 60-80% dans le budget de l'État, beaucoup. Et puis peut-être les autres viennent juste compléter. Mais, je dis, tant qu'on ne va pas prendre en compte, je vais dire, les griefs des opérateurs économiques qui, il faut le dire, se meurent tous les jours parce que nous sommes dans un pays où on a besoin finalement que les PME vivent et qu'ils prolifèrent pour pouvoir créer de la richesse. Parce qu'en réalité, ce sont les PME qui créent de la richesse. Mais, je vais dire, la durée de vie d'une PME au Cameroun, je vais dire, pris à une proportion, je vais dire, à une certaine proportion, ne dépasse pas 3 ans. Ça ne dépasse pas 3 ans, c'est-à-dire elles naissent en janvier et celles qui ont beaucoup tenu peuvent faire 1 an et 2 ans. Et la 3e année, elles vont disparaître, tout simplement parce qu'il y a une certaine pression fiscale. Et il ne m'a pas échappé que lors du débat d'orientation budgétaire en juillet, il ne m'a pas échappé effectivement qu'on a décidé d'augmenter la pression fiscale à partir de 2023, je crois de 1%. On doit passer, je crois, de 11,5% à presque 12,5%. Et donc, ça va remonter. Une hausse de 0,8 points. Oui, ça va remonter. Et puis ça va remonter jusqu'en 2025 de 0,5% chaque année. Moi, il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, au lieu de davantage mettre la pression fiscale sur, n'est-ce pas, la niche qui existe déjà, je pense qu'il faudrait que l'administration fiscale travaille, n'est-ce pas, à sortir des niches, à explorer d'autres niches. Parce que nous sommes dans une économie qui est quand même à 80% dans l'informel. Ça veut dire 80% qui ne passe pas dans la comptabilité publique. Alors que il faudrait au lieu de mettre le focus uniquement sur les niches qui sont déjà comptables, qui existent déjà, et de mettre davantage de pression, pour moi c'est déjà une incongruité de taxer sur le chiffre d'affaires. Il faut effectivement trouver le moyen de taxer uniquement sur le revenu. Je suis d'accord pour dire qu'avec les comportements inciviques, il est difficile, surtout dans un système déclaratif, de laisser que les gens aillent déclarer, n'est-ce pas, librement leurs revenus. C'est difficile, mais je pense qu'on peut trouver le moyen de contraindre, de connaître effectivement. On peut trouver le moyen de le faire. Il y a des moyens structurels pour pouvoir faire en sorte que les gens déclarent effectivement leurs revenus, ou alors de connaître les revenus des gens. Mais pour moi, taxer sur le chiffre d'affaires, même si c'est 1%, c'est beaucoup, c'est toujours très costaud. Mais en taxant même à 33% sur le revenu réel, ça ne pose pas de problème. À 33%, ça ne pose pas de problème. Dans d'autres pays, on va même jusqu'à 75%.
sans que cela ne pose de gros problèmes. Pourquoi? Parce que c'est effectivement sur le revenu. Tant que le chiffre d'affaires, lui, ne souffre de rien, ce n'est pas un gros problème. Mais je pense qu'il faut faire en sorte que la fiscalité soit juste, qu'elle soit équitable et pour tout le monde. On a quand même eu l'impression qu'on mettait l'accent du côté de la Direction générale des impôts sur la collecte, parce qu'on a célébré les milliards récoltés cette fois, mais sauf que vous avez en face le patronat qui vous dit que cette taxation est très élevée, William Marquet. Oui, c'est évident. Je pense que lorsqu'on a les chiffres, on peut faire le commentaire. Je pense que les économistes que nous sommes, c'est le B.A.B.A. Prenons les chiffres. Nous sommes à 9 milliards 2010, je pense que le contrôle est dit. 2656 milliards, 10 ans après, c'est quand même plus de 124%, 125%. Quand vous prenez la croissance qui est autour de 4,5%, fait la même proportion, en 10 ans, vous n'avez pas produit 50%. Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en même temps que la croissance, même si elle s'additionne, elle est autour de 70%, les impôts sont passés à 125%. Donc elle est taxée. Vraiment, ne faisons pas l'alchimie, on est trop taxé. Maintenant, le problème, c'est, je comprends, l'administration a envie de retrouver de l'argent pour pouvoir satisfaire la dépense de l'État. Il y a des projets, on vous a parlé. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et là, je pense que c'est une administration. Et là, quand dans l'administration, c'est de la technique. Or, comme dit un peu tout à l'heure, mon cher ami, il n'en demeure pas moins que c'est une politique. C'est là où la difficulté vient. C'est-à-dire que de la partie technique, il faut rentrer dans une politique de vision. Quel est alors le cadrage de notre économie? C'est Horizon 2035, c'est la vision du président de la République. Maintenant, avec une section sectorielle de SND 30, qui va jusqu'en 2030, avec la première partie qui s'est appuyée sur le document sur la réduction de la pauvreté, qui ont été les secteurs. Donc, document de DSE, SND 30, Horizon 2035. Voilà les séquences dans lesquelles on a le traçage. Ça, c'était la politique. Mais c'est dans cette politique-là qu'on donne le cadrage à l'administration, qui lui est les techniques. Et lorsqu'on fait les éléments de comparaison, on est trop taxé. Simple. À mon sens, j'ai la faiblesse de croire que peut-être tout le monde n'a pas perçu. Mais le directeur des impôts, je le dis, je le reconnais, il est dans le bon sens. Mais la seule différence, c'est qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On lui en demande toujours trop, il faut en trouver, on va en trouver. Mais il n'est pas dans la bonne manœuvre. Mais je pense que la digitalisation, il faut le laisser faire la digitalisation. Il a réussi la digitalisation. Par contre, qui a été apprécié d'ailleurs. Oui, il faut le laisser les coups de foudre pour qu'il définisse ce qu'il a mis dans la digitalisation. Je vous prends un cas très simple pour comprendre. Prenons les mêmes proportions comme la Côte d'Ivoire. Et je pense que là, s'il suit cette émission, il comprendra très bien. En Côte d'Ivoire, le gars, l'informel, comme le disait Train, il paye un montant symbolique au mois. Vraiment, on ne veut pas savoir ce qu'il fait comme activité. Le vendeur de soya, c'est 5 000. Point. Et le gars, il s'acquitte de ça, la digitalisation, il n'a pas besoin qu'on lui fasse un contrôle. À la fin d'année, par contre, il n'a pas besoin de venir faire une déclaration. À partir de là. Donc, il y a une assiette extrêmement large de la collecte qui font qu'au bout, on retrouve les objectifs qu'on s'est fixés bien au départ. Premier élément d'option. Donc, je pense que c'est là où il faudra laisser. Donc, je dis, mais là, il faut que le gouvernement lui laisse la capacité à aller dans ce sens-là. À déployer ce modèle-là. Vraiment. Mais c'est la loi de cadrage qui l'oblige à aller beaucoup plus dans le sens où qui ne sent pas. Parce que je vois, je l'ai vu, il n'était pas très à l'aise dans le choix du mot. Pourtant, son il a d'ailleurs marqué un arrêt pour dire au JICAM, vous avez des propositions agréables, mais il y a des arbitrages. Vous sentez qu'il n'a pas le contrôle. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai vu comment il était pas tout à fait. Bon, pourtant, il était logique, cohérent, mathématicien dans son expression. Le deuxième élément qui me semble tout à fait très important, il a dit le chiffre d'affaires. On peut pas avoir une économie résilience qui est complètement dans la lancée et en même temps penser tout ce qui est initiative. C'est pas bon. Je vous prends par exemple des secteurs. On a des secteurs aujourd'hui qui sont dans la mondialisation, tels que l'informatique, tels que les énergies renouvelables, qui peuvent être des sources dans lesquelles on peut entraîner notre économie pour pouvoir être beaucoup plus cohérent et conquérant. Mais dès lors que vous taxez l'entreprise au départ, vous taxez même la réflexion. Personne n'est dans l'initiative. Et tout le monde va trouver l'informel pour pouvoir disparaître dans le bois. Et là, je dis, c'est le gouvernement qui doit les laisser les gouvernements. On ne peut pas les défendre ici, mais il faut que le gouvernement les laisse la capacité d'y aller. Dernier élément que je dis, quand vous prenez les 2656 milliards, c'est un exercice que je me suis permis de faire, il y a à peu près 580 milliards qui viennent de TVA. Alors là, on est dans une très bonne démarche. À la seule différence qu'on a une économie, d'une part, extravertie, donc on peut déjà, au niveau de la douane, voir comment faire. Il faut une conciliation entre la douane et les impôts pour pouvoir baisser suffisamment la TVA. Là, c'est une autre piste.
Mais là, il faut qu'on lui donne la possibilité de pouvoir discuter avec la douane. Oh, vous avez la production de la douane qui va sortir ses chiffres à lui, les impôts vont sortir ses chiffres à lui, chacun va sortir ses chiffres. Ah non, j'ai pas envie de... Et c'est ça la difficulté qu'il a. Mais le levier sur lequel nous pouvons l'amener, c'est qu'il écoute. Et ça, c'est le plus important. Et ça, je peux me féliciter et je lui adresse. Parce que nous, dans le secteur hydrocarbures, il nous a écoutés. Et je peux le dire ici, en Mondiovision, qui nous a fait sortir une taxe, c'était la taxe à l'essieu. On l'a expliqué 2 ans. Il a fini par retirer. Et il faut dire, c'est parce qu'on est arrivé à convaincre le ministre des Finances que c'était une taxe qui était complètement absurde, qui n'avait pas son sens une fois qu'on avait les pesé dans les véhicules. C'est extrêmement très complexe, mais que le téléspectateur reprenne souvent ça. Mais je voudrais conclure. Il faut dire que il y a par contre un des éléments sur lequel c'est le point qui me semble tout à fait également ce qu'il faut soulever. C'est les subventions. Il a donné quelques chiffres et quelques chiffres. Il a dit on subventionne le riz, on subventionne le poisson. Je pense qu'il a dit on subventionne pratiquement le blé. Mais là, il a des pistes, monsieur le directeur général. Sur le poisson, il y a la pisciculture. On peut faire là beaucoup. L'import substitution, dans lesquels on peut pouvoir encourager. On peut faire ça avec les CD, les communes. Et il y a un truc qui va vous pardonner. Sur la loi de finances, la loi sur les collectivités décentralisées. Faire en sorte que le conflit qui se pose déjà avec les mairies, elle va être s'accentuer dès l'année prochaine. Parce que cette loi dit que dès 2023, les communes vont être autonomes dans la perception de leurs taxes. Comment ça va se passer? Là, je ne suis pas sûr qu'il y aura trop de conflits. Hein. Mais là, vraiment, c'est un gros conflit qui s'arrive parce que la loi qui est le cadrage budgétaire dès le départ dit que dès 2023, les communes doivent percevoir en direct. Or, de l'autre côté, on doit percevoir à partir des impôts pour passer par le biais du FECOM avant de revenir aux communes. Alors l'exhortation. Alors là, vive les contentieux, ma chère, dès janvier, vive les contentieux. Parce que si vous appelez les maires, ils sont à fleur de peau. Ah, ils attendent. Parce que donc justement, il est remarqué l'exhortation du gouverneur de la région du littoral pour une fiscalité locale. Et là, j'ai vu le gouverneur à l'entrée et il a dit, et il était très très véhément dans ce sens-là. Parce que quand vous prenez une ville comme Douala, pour terminer, vraiment 2 secondes. Oui, 2 secondes. Vous avez les sentiers nationaux communaux collectés par les entreprises. Et là, c'était un des soucis premiers de M. Tawamba. Je pense que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Où il disait que vous ne pouvez pas avoir une économie productive à partir du portuaire où on n'a même pas de route pour aller chercher. Il criait là-dessus. Donc je pense que là, les sentiers nationaux communaux vont être encore une autre source de problème. Bravo. Je lui donne beaucoup d'énergie pour résoudre les problèmes. Ça me permet d'aller vers Aline. On sait justement qu'il y a l'impact des 2 crises sanitaires avec la guerre russo-ukrainienne. Comment finalement s'adapter, comment adapter notre fiscalité à ces événements-là aujourd'hui pour pouvoir évoluer dans le débat? Oui, d'abord je pense que il faut maintenir un certain nombre de mesures de soutien aux entreprises. Depuis le début de l'inflation, parce que l'inflation, on a commencé à la voir venir et la signaler à notre partenaire privilégié qu'est l'administration publique, en septembre de l'année dernière. À cause notamment des plans de relance qu'il y avait eu aux États-Unis et en Europe. Seulement, on n'avait même pas encore imaginé que la guerre en Ukraine viendrait corser davantage les choses. Et à la suite d'un certain nombre de concertations avec le gouvernement, on a pu obtenir des mesures de soutien, notamment la suspension du programme de certification avant embarquement, qu'est le PKE, dans certains secteurs. On a pu obtenir également la suspension des pesées, par exemple, au port de Douala. L'abattement de 80% des frais de douane, même si ce n'est pas grand-chose, ça permet quand même de réduire à un moment les coûts. Donc la première chose, ce serait de maintenir ces mesures-là, parce que c'est une crise qui est internationale et on voit très bien ce qui se passe dans certains pays européens où il y a vraiment des mesures d'accompagnement. La deuxième chose, ce serait d'aller vers une loi des finances de relance économique, en commençant par ne pas mettre de nouvelles taxes. Ne pas mettre de nouvelles taxes et véritablement, même si la circulaire de cadrage budgétaire est déjà d'application, voir quand même dans quelle mesure véritablement, déjà conformément à cette circulaire, adapter la fiscalité des PME, parce que c'est une prescription de la circulaire.
mais également peut-être aller au-delà de la circulaire dans la mesure du possible et voir véritablement quels sont les petits points sur lesquels on pourrait appuyer pour, j'allais dire, apaiser un peu le climat économique qui est plutôt difficile pour les entreprises en ce moment. Alors on est passé des entreprises qui ont mis en chômage technique à des entreprises surtout les industriels qui ont eu des arrêts de production, d'autres carrément qui ont fermés. duré des mois et beaucoup ont fermé. Donc on ne peut pas continuer continuer comme les années précédentes, comme si c'était rien passé. Parce que ce qui va arriver, c'est que on aura tellement trait la vache que la vache va finir par mourir. Donc il faut véritablement aller vers un changement total de paradigme, même s'il ne peut pas être complet. Changement radical de paradigme. Oui. Utiliser les termes. Même si ça prendra du temps, mais il faut véritablement que la loi de finances 2023 marque un tournant décisif vers ce changement de paradigme-là. Honoré. Merci. Plus de taxes. Plus de taxes, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on garde Moi, j'attends les explications, comment vous n'allez pas avoir les impôts. qu'on garde la politique de la pause fiscale. Et d'ailleurs, dans la mesure du possible, qu'on puisse poursuivre la politique de décrue des taux. Parce que même 33% sur le bénéfice aujourd'hui, quand vous regardez des pays à développement assez comparables au Cameroun, on peut faire mieux. Et il me souvient qu'il y a une dizaine d'années, une étude avait été faite et l'objectif, en fait, c'était d'arriver, en fait, à 25%. Bon, pour l'instant, on est à 33%. Mais moi, je pense que jusqu'à présent, on parle des recettes. Donc, on parle des régies de recettes, douane, impôts. Où on a des concertations. Comment est-ce que l'État va faire pour collecter les recettes? Alors, ces recettes, c'est pourquoi? C'est pour financer des dépenses. Comment est-ce que ces dépenses-là sont budgétisées? Comment est-ce que ces dépenses-là sont élaborées? Moi, je pense qu'il faudrait un moment où le secteur privé, qu'on puisse aussi avoir des concertations, des discussions à un certain niveau sur la budgétisation des dépenses de l'État. Parce que si vous êtes dans un système où l'augmentation des dépenses n'est pas corrélée avec la croissance, laquelle croissance permet de générer des revenus, de générer de la valeur, et donc il est tout à fait normal qu'on taxe cette valeur, on va se retrouver dans une situation où, eh bien, les dépenses augmentent toujours chaque année massivement, et que les régies financières, on leur dit, ben voilà, trouvez-nous de l'argent pour couvrir ces dépenses, et ces régies-là trouvent des moyens plus ou moins acceptables pour réaliser leurs objectifs. Jusqu'à présent, Dieu merci, j'ai envie de dire que l'élargissement de l'assiette, parce qu'en fait c'est une réalité aujourd'hui, avec la digitalisation que nous connaissons, il y a effectivement une sorte d'élargissement de l'assiette des impôts. Donc, le supplément d'impôts que l'on collecte avec des taux stabilisés, puisque quand on regarde l'IS à 33% et tout, malgré cela, les recettes augmentent. Je pense, je peux me tromper, c'est que principalement, ça vient aussi du fait que de plus en plus, il y a des verrous qui sont mis et puis les gens sont obligés, pour la moindre opération, aller sur Internet, faire leur déclaration. Donc, la politique d'élargissement, ça marche. Mais, encore une fois, elle a des limites. Parce qu'on ne peut pas continuer de manière indéfinie. À un moment donné, l'informel sera plus ou moins formalisé. Et si les dépenses, encore une fois, je dis, continuent à augmenter sans être corrélées à la croissance économique, on va se retrouver forcément face à des problèmes. Donc, le débat, en réalité, à mon sens, on oublie souvent ce pan. C'est-à-dire, on centre tout sur les régies des recettes, impôts, douanes. Mais on oublie que ces régies-là sont là pour mobiliser les recettes nécessaires au financement des dépenses qui sont budgétisées. À la limite, j'ai envie de dire, on devrait commencer peut-être par évaluer quelles sont les recettes
normal qu'on pourrait avoir. Calibrer les dépenses. Voilà. Et puis... on va vous sortir des projets. On n'est pas sûr que ce serait... Le point qui soulève... non, je voudrais d'abord, parce que je veux prendre un peu son temps, pour ne pas perdre un fil. Est-ce qu'il s'est accordé, Edmond? Vas-y. Non, Edmond, je vais le mettre un peu parce qu'il va un peu peut-être macroniser ça complètement. Ce qui soulève est tout à fait très important, mais ça a une conséquence. Et elle est tellement, ce qu'on soulève est tellement important que je me pose la question si on a perdu de vue que l'État est lui-même un agent économique. Prenez les délais de paiement de ce que l'État doit aux entreprises en termes de prestations. Les délais. C'est là où se trouvent les niches. Vous prenez Doing Business, ça fait peut-être 2 ans, ça ne s'est pas tenu convenablement. Pour qu'on puisse évaluer à partir des ratios des observateurs. Pour dire quoi, Lille? Pour dire qu'il y a 2 ans, le Cameroun était autour de 160 jours d'attente de factures validées à payer vers la ville d'État. Alors, comme dit Aline, si on vous demande de payer à 2,5% pile poil fin du mois, et que de l'autre côté, l'État ne vous paye pas. Vous faites 180 jours pour vous payer, vous comprenez très bien pourquoi le budget d'investissement ne marche pas. Edmond, est-ce que ce n'est pas aussi le caractère résilient des entreprises qui ont amené tout ce qui se passe? Parce que hier, on a fortement salué, vraiment, malgré le caractère, on est arrivé à collecter suffisamment. Il faut faire très attention à l'usage de ce mot résilient. J'entends un peu partout, tout le monde l'utilise, l'économie est résiliente, c'est résilient. Les entrepreneurs sont résilients. Il faut faire très attention. La résilience, c'est la capacité à prendre des coups sans perdre sa nature. Ça, c'est la résilience. C'est-à-dire que vous êtes en train de louer le fait que les agents économiques, au lieu d'élaborer, n'est-ce pas, je vais dire, des chemins pour pouvoir prospérer, créer de la richesse, ils doivent élaborer plutôt des techniques pour prendre des coups, toujours encore des coups, sans toutefois mourir. Il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai parfois des problèmes avec l'usage de certaines terminologies. Résilient ne veut pas dire qu'on doit davantage cogner sur lui. Ça ne veut pas dire qu'on doit davantage appuyer sur lui. Ça veut tout simplement dire que, ok, de manière conjoncturelle, il a pris des coups, d'accord, on salue parce qu'il a résisté, il n'est pas mort, mais comment est-ce qu'on fait pour le sortir du gouffre? Parce qu'en fait, pour ne pas l'enterrer définitivement. Oui, l'idéal, c'est qu'il croisse. Parce que quand l'agent économique croît, en fait, il crée de la valeur et c'est cette valeur qui permet, in fine, de calculer, de totaliser la croissance économique macro d'un pays. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose que je dois saluer par contre chez le directeur général, je crois que quelqu'un l'a souligné, la digitalisation des opérations. Et il faut savoir pour limiter un peu la corruption, les contacts physiques. La plus-value qui enregistre aujourd'hui, est-ce que c'est le fait d'un élargissement fiscal ou alors la restriction des pertes que cette procédure de digitalisation a évité, n'est-ce pas, dans la procédure de collecte? Parce qu'il faut savoir que jusqu'à une certaine époque, n'est-ce pas, les procédures manuelles faisaient perdre énormément à l'État, énormément, entre les agents des impôts. Je dis pas n'importe quoi, véreux, et n'est-ce pas la technique plus facile pour les agents économiques, véreux également, de contourner le fisc. Aujourd'hui, la digitalisation est venue régler un grand problème, c'est-à-dire ça a limité, n'est-ce pas, je vais dire, les actions des agents des impôts véreux, ça a également limité l'action des agents économiques véreux. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. Mais encore, il faut dire une chose, au jour d'aujourd'hui, je comprends que vous puissiez mettre en phase le fait qu'il faut d'abord très bien calculer les dépenses de l'État. Les dépenses de l'État seront toujours croissantes. Ça, il faut aussi bien que les défis vont augmenter tous les jours, la démographie va augmenter tous les jours, l'État a besoin de plus de ressources, l'État doit affecter beaucoup plus de ressources pour, n'est-ce pas, répondre aux exigences. Au jour d'aujourd'hui, quand on vous dit que le quartier, il y a des nouveaux quartiers qui se créent en Gombe, en machin, il faut aller là-bas faire un pont, il faut aller là-bas faire une école, il faut aller là-bas faire un investissement, ça demande de l'argent. Mais seulement, ce qu'il faut dire à l'État aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de ce
schéma de l'économie d'administration. Il faut aller véritablement à une économie de production. L'État ne devrait plus tout simplement compter sur les régies financières pour pouvoir se faire des revenus. Non, l'État doit sortir de cette logique où il ne faut compter que sur les impôts, sur la douane, sur les domaines pour se faire de l'argent. On doit aller vers une économie de production. Et pour cela, il faut sortir de cette logique-là où il faut planifier des dépenses et se dire et se tourner vers les régies financières, notamment les impôts, notamment la douane pour collecter des recettes afin de couvrir ces dépenses. Il faut sortir de ce chemin complètement. Ça ne marche plus, on ne peut plus avancer comme ça étouffe. Et de l'autre côté, il faut également dire, je n'ai jamais compris si vous voyez un peu comment on élabore le budget dans notre pays, je vais dire, on peut faire mieux. Je vais dire qu'il y a une gabegie qui ne dit pas son nom. Si vous me donnez à moi de pouvoir élaborer votre budget, je peux vous prendre au moins 25 à 30% de recettes seulement en éliminant des postes farfelus, n'est-ce pas, qu'on met dans le budget. Vous mettez 50 milliards frais de communication et de je ne sais pas trop quoi. On n'a pas besoin de ça. Donc, je peux vous montrer, je peux vous sortir plusieurs postes, plusieurs lignes comme ça, et vraiment farfelus. Et après, vous partez mettre la pression sur les agents économiques parce qu'ils doivent payer 50 milliards pour que les gens aillent faire des missions un peu n'importe quoi ici et là. Les frais de communication, on n'a pas besoin de ça. Donc, de manière également structurelle, on peut revoir la manière de structurer notre budget et éliminer certains postes assez farfelus qui ne servent véritablement à rien. Et c'est pourquoi je disais, cet argent, on peut l'orienter vers des investissements qui nous apportent de la valeur, qui nous apportent, n'est-ce pas, une plus-value, et ça permettra à l'État d'avoir d'autres sources de revenus et de ne pas seulement compter sur des agents économiques sur qui il faut mettre de la pression pour pouvoir prélever 33%. Aline, Edmond parle d'économie de production. Au JICAM, on parle finalement d'être des apôtres d'une fiscalité au service de l'économie camerounaise. Oui, absolument. Et c'est pour cela que... on n'a pas boudé notre plaisir, on a véritablement salué la venue du directeur général des impôts au JICAM hier, parce que ça marque, j'allais dire, le premier pas de ce travail qu'on doit mettre en commun pour aller vers une fiscalité de développement. Il faut dire que les premières propositions du JICAM en termes de réforme fiscale datent de, si je ne me trompe pas, d'il y a au moins 4 ans. De 2018. De 2018, voilà. Il y a au moins 4 ans. Plus de 300 pages. Voilà. Nous sommes dans cette lancée-là depuis un bon moment et on est particulièrement heureux d'avoir ce qu'on peut appeler les premiers fruits de cette bataille acharnée, parce que c'est à la fois une bataille de survie pour être sûr que les entreprises membres de notre groupement et le secteur privé de manière générale peut se développer dans notre pays. C'est un peu notre rôle, c'est un peu notre devoir, mais également que l'État, dans son rôle légitime de développer le Cameroun, puisse collecter ce qui lui revient de droit. Et c'est pour cela qu'on n'a pas manqué, le président du JICAM n'a pas manqué de saluer, et les autres orateurs ici l'ont fait, tous les efforts de digitalisation qui ont été faits. Clairement, l'absence de contact entre les agents des impôts et les opérateurs économiques, qu'on ne le veuille ou pas, ça a réduit de manière assez importante les postes de corruption qui pouvaient y avoir. Effectivement, donc tous ces efforts de modernisation sont tout à fait louables. Et il est donc question, en notre sens et à mon sens particulièrement, de pouvoir continuer dans cette lancée pour véritablement qu'on arrive à des positions conciliantes. Et je pense que hier, sans préempter de ce qui va se passer, je pense qu'on est arrivé à... On a la faiblesse de penser qu'on est arrivé à une sorte de compromis. D'abord, on s'est compris. On est plus ou moins d'accord sur le diagnostic, c'est le plus important. Si on est d'accord sur le diagnostic, ça permet de se projeter dans la recherche de solutions communes qui permettent de garder un certain équilibre entre l'État et puis le secteur privé. Voilà. D'accord, on va faire le dernier tour de table ici. Je commence par vous. Le patronat souhaite un système fiscal neutre. Est-ce que vous avez déjà pensé comment matérialiser cela pour que les deux parties puissent
Peut-être d'accord. D'abord, une clarification. Oui, quand vous parlez de vous, non, j'ai compris. je crois qu'il faut que... Non, puisque vous étiez dans le comité d'organisation. Dans le comité d'organisation de la visite. Oui, vous Très avez bien. quand même les non-dits que vous pouvez au moins dévoiler sur ce fait. Non, ce qui a été dit solennellement, c'est ce que nous savons tous. D'accord. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit, je pense, Edmond tout à l'heure, aussi pas plutôt. Parlons de l'économie de production. En fait, l'économie moderne, libérale, qui est le choix que le Cameroun a fait, voudrait que la production soit réalisée par le secteur privé. Uniquement, ouais. Uniquement. Et que l'État reste régulateur. Et que l'État reste régulateur. Tout à fait. Et mette en place un environnement des affaires propice au développement. Absolument. C'est la raison pour laquelle, au JICAM, le slogan, à une époque, et je pense qu'il reste toujours, c'est de dire, plutôt que d'avoir une fiscalité de recettes, qu'on migre vers une fiscalité de développement. Vous voyez ? Et c'est un peu dans cette lancée que la loi sur les incitations à l'investissement, par exemple, a été votée. Je me rappelle très bien à l'époque, avec ce président Fotso, paix à son âme, où on s'est battu pour que justement cette loi soit adoptée. Elle l'a été. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'encourager les entreprises locales ou étrangères à investir au Cameroun. Donc, l'économie de production étatique, non, on n'en est plus là et je ne pense pas qu'il faut qu'on revienne. Simplement en regardant comment fonctionnent les entreprises publiques aujourd'hui, vous comprendrez tout de suite qu'il vaut mieux surtout pas qu'on retourne vers là. Donc, j'insiste encore une fois pour dire le véritable problème, c'est qu'on puisse avoir des dépenses compatibles avec la croissance économique de notre pays. Parce que c'est la croissance économique qui va dégager des revenus et ces revenus-là vont taxer. Donc le delta des recettes doit provenir de la croissance d'une part et d'autre part de l'élargissement de l'assiette. Et la politique d'élargissement est en cours, elle marche grâce à la digitalisation, je peux vous rassurer, elle marche très bien. En ce sens que quand on parle de digitalisation, il faut voir aussi l'immatriculation des contribuables. Aujourd'hui, vous pouvez quasiment rien faire sans être immatriculé. C'est une manière aussi d'élargir l'assiette parce que quand vous immatriculez, vous rentrez dans le système. Donc, tout ça, c'est un ensemble de réformes qui, d'ailleurs, a été très, très positivement apprécié par le président du JICAM. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie de ce côté-là. Maintenant, il faut garder la décrue, disons, des taux, parallèlement, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on élargit l'assiette, il faudrait qu'il y ait une contrepartie de l'autre côté, qu'on voit concrètement comment les taux baissent. D'accord. Et là aussi, j'aurais chuté. Ça se voit quand même un peu dans certains aspects. L'année dernière, vous avez vu, il y a eu des innovations dans la loi de finances qui ont quand même témoigné de cette politique de décrue des taux. On a baissé des taux de certains impôts concernant des entreprises, certains secteurs et tout. Et encore une fois, il s'agit de poursuivre dans cette voie-là. Alors Edmond, comment élargir l'assiette fiscale sans asphyxier les entreprises? Écoutez, moi je vais déjà dire une chose. Je ne suis pas partisan, en quelques mots, je ne suis pas partisan des théories importées. Je ne pense pas que le fait de limiter l'État dans une économie libérale, veut-on limiter l'État à un rôle régulateur, soit si efficace que ça? Moi, je pense que la deuxième économie la plus puissante au monde aujourd'hui, l'État ne se limite pas à un rôle régulateur. La Chine n'est pas, et même pas seulement la Chine, prenez à côté de nous les pays du Maghreb, l'Égypte et le Maroc par exemple, ce ne sont pas des économies qui se portent si mal que ça. L'État a un rôle prépondérant dans ces économies. Il ne faudrait pas qu'à partir de l'exemple de quelques mauvais élèves dans une classe que l'on dise que l'école n'est pas bien. C'est parce qu'on a une école qui ne produit que des fainéants qu'on va dire que l'école, globalement, n'est pas bien. Je suis d'accord pour dire que c'est les personnes qui ont à charge la gestion des affaires de l'État dans notre pays, surtout les entreprises de l'État dans notre pays, tardent à produire des résultats. Mais est-ce que c'est pour autant... Parce que quand on dit secteur privé, il ne faut pas croire que c'est des hommes venus du ciel, ou alors que ceux
n'est-ce pas, qui sont en charge de gérer les entreprises d'État, c'est des personnes choisies autrement, c'est toujours des Camerounais. Et donc le privé, c'est toujours des hommes. Je pense qu'il y a un problème systémique qu'il faut régler à la base pour inculquer une certaine notion à ceux qui sont appelés à gérer les affaires de l'État. Moi, je pense que dans une économie comme la nôtre, où on peine encore à mettre certaines structures en place, l'État doit prendre sa mission, l'État doit prendre son rôle. Et donc, vouloir réduire l'État parce que c'est des terminologies importées, c'est des techniques importées. Ailleurs, ça ne s'est fait pas comme ça, mais ailleurs, ça s'est fait aussi comme ça et ça marche très bien. Je dis bien, la Chine, si vous voyez la plus petite entreprise chinoise qui vous fait un pont ici, c'est une entreprise d'État. Et si l'État chinois a le moyen de contrôler ces entreprises depuis la Chine, ici au Cameroun, ça veut dire qu'on peut le faire. C'est bien compris. Alors, Ilès Ipan, votre dernière parole pour une meilleure relance économique, vraiment en un mot? En un mot, ce serait très vite dire, mais il y a deux faiblesses dans la loi des finances. Rapidement, parce qu'on est déjà pris par le temps. Oui. Dans cette administration, il y a deux faiblesses. D'une part, la loi sur l'investissement qui date de 2013, il y a beaucoup des éléments qui sont plus adaptés. La crise, elle est passée par là. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'elle est plus adaptée. Deuxième point, le secteur libéral permet à ce que les grandes entreprises parfois bénéficient des subventions dont le Camerounais lambda devrait le faire. D'accord. Et là, c'est très important. Et là, je rejoins Edmond. La plupart des grandes entreprises étrangères qui viennent souvent ici, en une minute vraiment, qui viennent souvent ici, sont parfois subventionnées par leurs États. Les sociétés chinoises qui sont ici sont subventionnées par les États chinois. Merci beaucoup. Et non par le privé. Ilès Ipan, merci de votre présence. Edmond Kuaté, ça a été un plaisir de vous avoir. Aline Bono, merci de votre disponibilité. Guy Honoré, la mission s'achève demain. On fera le bilan certainement dans une autre édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé le débrief de l'actualité. Demain, c'est le sport qui prend le contrôle. Juste derrière moi, c'est Alain Zinankanga pour le 19h50. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir. Canal 2 International.